Salut Booktube! Suite à ma vidéo sur la terminologie de Booktube, je voulais continuer un petit peu dans ma lancée pour expliquer des choses aux gens qui ne sont pas forcément habitués à tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler des sous-genres dans la fantasy fantastique, puisque c'est un sujet toujours épineux au possible, même quand on s'y connaît un petit peu. Il y a des débats existentiels, n'est-ce pas Pénélope? Évidemment, les sous-genres, c'est très réducteur. C'est très réducteur, ça fout les livres dans des cases auxquelles ils ne correspondent pas forcément énormément. Il y a des livres, vous le verrez, je donnerai des exemples, qui sont de façon brute de la low fantasy, mais qui suivent tous les codes de la high fantasy, par exemple. Il y a des livres qui pourraient être de l'epic fantasy, mais qui finalement n'en sont pas vraiment. Il y a des livres de high fantasy qui sont plutôt historiques, mais pas forcément vraiment de la fantasy historique. Bref, c'est très réducteur. Évidemment, tout livre n'est pas uniquement un genre et n'est pas réducteur à son genre, c'est certain, mais pour moi, c'est quand même nécessaire d'avoir ces termes parce que déjà, c'est des termes qui sont utilisés. Donc les comprendre c'est toujours pas mal. Si on continue à regarder Booktube et qu'on confond encore fantasy fantastique, c'est quand même toujours assez délicat pour moi. Et également pour une raison importante, c'est que ça conditionne un a priori de lecture, une façon de lire et une attente chez nous. Quand on voit par exemple de l'urban fantasy ou de la high fantasy, on ne va pas du tout avoir la même attente à la lecture. Par exemple, si on me dit vous allez lire un livre de fantasy politique ou une romantaisie, je ne vais pas y aller pour le même mood, pour le même moment de lecture. Donc pour moi, c'est extrêmement important de comprendre la façon dont sont taguer les livres et la façon de marketer et de mettre en avant les livres, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les librairies, etc. C'est extrêmement important de comprendre, même s'il y a évidemment des nuances à apporter, c'est certain. La base, on va dire, dans l'imaginaire hors SF, parce que la SF je le ferai peut-être plus tard, mais c'est la différence entre fantasy et fantastique que beaucoup de personnes confondent encore. La fantasy, c'est quelque chose de plus merveilleux, on va avoir des choses imaginaires et ou dans un monde complètement différent du nôtre. Si le monde est totalement différent du nôtre, c'est toujours de la fantasy. Mais si on est dans notre monde et qu'il y a un côté plus émerveillement, plus positif, plus merveilleux, et où le côté magique est complètement assumé par les personnes, dans ce cas-là, ça va être de la fantaisie. Le fantastique, c'est vraiment un type de littérature où on est dans notre monde et il y a des éléments non naturels, plus magiques, fantasmagoriques qui vont arriver et on ne sait pas si c'est réel ou non. Et ça va souvent être associé à une tension, à un côté un peu horrifique, mais c'est vraiment cette incertitude qui conditionne le côté fantastique. Il y a un petit sous-genre directement de fantastique dont je vais parler juste maintenant avant de passer sur la fantasy, parce que le fantastique a beaucoup moins de sous-genres que la fantasy, mais il y a juste une petite différenciation que je souhaiterais faire. Le fantastique a souvent, encore une fois, cette connotation de peur, d'horrifique, et quelque chose où le protagoniste se pose beaucoup de questions, et à contrario, on va avoir une autre branche qui est le magical realism, ou le réalisme magique, mais je trouve que ça sonne mieux en anglais, qui est une fiction plus littéraire avec des éléments magiques, mais c'est le lecteur qui ne va pas savoir si c'est réel ou non. Alors que les protagonistes, eux, savent discerner le réel du non réel et le savent, mais nous, en tant que lecteur-lectrice, on n'a pas toutes les informations par le narrateur de qu'est-ce qui est vrai ou non. Donc en fait on n'a pas toutes les informations des protagonistes pour nous permettre d'accéder à toutes leurs connaissances. Et donc c'est un petit peu ça la différence, je sais pas si vous voyez, ça va être des textes un petit peu moins horrifiques mais plus oniriques, étranges, bizarres. On a notamment Le Cirque des Rêves, The Night Circus de Erin Morgenstern, ou alors The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi, dont j'ai parlé dans mon dernière lecture, que je vous recommande également. Mais voilà, c'est cette ambiance-là, c'est une différence qui se fait plus au feeling, je trouve. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu de nuance entre les deux. Je vais passer maintenant dans les choses que je maîtrise peut-être un petit peu plus parce que plus courantes, et la grande distinction à faire entre les genres de fantasy, c'est évidemment la high fantasy et la low fantasy. Donc la high fantasy, c'est quand on va être dans un monde qui est totalement différent du nôtre. Donc ça va être un monde totalement imaginaire, alors que la low fantasy, on est dans notre monde avec des éléments magiques. C'est aussi simple que ça.
La high fantasy a toutefois une grande connotation avec la epic fantasy, puisque traditionnellement la high fantasy et la epic fantasy étaient un peu la même chose. Pour moi, il y a vraiment une différence puisque l'epic fantasy, ça va vraiment être ces grandes quêtes avec une dimension de voyage, une dimension de grandeur dans la chose à accomplir, les régions à traverser, le voyage qui va se faire, la quête, etc. Donc ça a ce côté vraiment grandeur, vraiment aventure aussi. C'est vraiment le pur traditionnel, le Seigneur des Anneaux, la Roue du Temps, etc. C'est de l'epic fantasy. Souvent c'est très assimilé à la high fantasy, mais pour moi il y a quand même une distinction dans le sens où un livre pas du tout épique mais qui va se passer dans un monde très différent, ça reste de la high fantasy mais pas de l'épique. Dans la low fantasy, on va avoir les classiques, notamment l'urban fantasy, qui est donc la fantasy urbaine, qui s'apparente un petit peu à la bitlit. Ce qui est très bizarre parce que bitlit ça fait très anglophone, mais en fait c'est le terme français qui a été démocratisé par Brajlon, au passage. Et donc on a un petit peu un mix. En fait, urban fantasy ça va être vraiment la fantasy urbaine, donc la fantasy qui se passe dans un setting de ville dans notre monde. La bitlit, ça va être un petit peu plus avec une connotation de vampire, loup-garou, etc. Avec une connotation aussi de romance paranormale. Donc on a un petit peu ces trois spectres là qui s'approchent un petit peu, qui sont plus ou moins évidents. On va dire que s'il y a que de la romance, ça peut être de la romance paranormale. S'il n'y a que de l'intrigue urbaine, fantasy urbaine, etc., ça va être d'urban fantasy. S'il y a un peu des deux, de la bitlit. Enfin, ouais. C'est assez proche globalement. Et on a le versant plus high fantasy peut-être, qui va être de la romantasy, donc ça va être de la romance dans de la high fantasy pour moi. Et donc la romantasy, ça va être donc encore une fois de la romance, souvent avec des scènes explicites dans un univers complètement inventé. Mais parfois il est utilisé puisque c'est un terme qui est très utilisé actuellement en ce moment, donc il est utilisé pour toutes les romances en fantasy. De façon peut-être un peu abusive, je ne sais pas, c'est comme ça qu'il est utilisé. J'essaye un petit peu de faire la distinction personnellement pour le mood dans lequel je suis, mais voilà, c'est utilisé pour globalement la romance avec des scènes de sexe explicites dans un milieu de fantasy. Ensuite, on va avoir quelque chose où j'ai appris des choses aussi pendant que je faisais cette vidéo. Et on a la Dark Fantasy qui n'est pas du tout ce que vous croyez, puisque la Dark Fantasy c'est vraiment de la fantasy horrifique. Donc ça va être de l'horreur, donc typiquement ça va être du Lovecraft par exemple, qui s'approche un petit peu du fantastique par certains aspects, par l'aspect horreur. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait peur. La dark fantasy, c'est quelque chose qui fait peur. Ce n'est pas le cas de la grim dark fantasy, qui est ce que vous imaginez tous, c'est-à-dire de la fantasy gore, avec des côtés trash, de la torture et des personnages très gris qui sont très négatifs. Donc ça va être vraiment ça. La grim dark fantasy, c'est des mauvais personnages qu'on va suivre en tant que protagonistes, qui sont même plus gris, ils sont noirs, avec des scènes de violence très très détaillées, très explicites, très gore, très trash, il y a de la torture, il y a des agressions sexuelles, les motivations des personnages sont négatives, etc. etc. Vous voyez le genre, mais donc ça c'est de la grim dark fantasy et pas de la dark fantasy. Théoriquement, en vrai on s'en fiche, mais je trouvais ça intéressant. Et après il y a d'autres petits sous-genres un petit peu plus anecdotiques on va dire, et notamment la fantasy historique qui est de l'historique en fait, donc dans un setting historique avec des très petits éléments de fantasy, donc on est vraiment dans du roman historique en premier lieu, avec des éléments de fantasy qui viennent s'ajouter à ça. Ça peut être le cas de Babel de O.F. Huang, ou de Celle qui devient le soleil, She Who Became the Sun. Voilà. C'est les grands exemples qu'on peut avoir, et c'est important d'avoir ça parce que si on s'attend à de la high fantasy, ça peut être un peu perturbant quand on a de la fantasy historique, et je sais que pour Celle qui devint le soleil, c'était quelque chose qui a gêné plusieurs personnes. Un grand genre qui arrive actuellement, c'est le genre de la cozy fantasy. Donc ça va être de la fantasy douce et réconfortante. Ça a été lancé par Legend and Lattes de Travis Baldree, qui est le livre actuellement du mois
pour Explora Livre et qui est un livre donc pur cozy fantasy, et il y a d'autres livres comme ça qui commencent à sortir puisque c'est aussi une demande de la part des lecteurs et des lectrices. Ça peut être de la high fantasy et typiquement Legends and Latte c'est de la high fantasy puisque ça se passe dans un monde totalement différent du nôtre, mais ce n'est pas du tout de l'epic fantasy puisqu'on est dans un café et que on va voir un petit peu la vie de ce café. A priori je ne l'ai pas encore lu à l'instant où je filme cette vidéo, mais voilà, ça a l'air trop bien et ça a l'air hyper doux et réconfortant. Et évidemment, il y a d'autres sous-genres très obscurs et très spécifiques. Je ne vais pas aller dans tous les détails parce que ce sont souvent des sous-genres qui s'expliquent eux-mêmes, genre la portal fantasy, bon bah ça, oui voilà, il y a un portail. Il y a aussi la fantasy anthropomorphique, il y a la fantasy arthurienne, il y a la fantasy politique, il y a la fantasy assassin, fantasy médiévale, classique, fantasy militaire, la Dark Academia, etc. etc. Ce sont souvent des sous-genres qui sont appliqués à quelques livres, à un groupe de livres et qui s'expliquent un petit peu d'eux-mêmes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire une définition de la fantaisie politique, je pense qu'on voit tous à peu près ce que c'est. Et cette vidéo était surtout là pour expliquer les grands sous-genres, les mastodontes en gros, qui vont être utilisés à première vue pour certains livres. Et je pense que c'est ce que j'ai fait ici. Dites-moi si vous avez appris des choses, si ça vous a intéressé, si vous aimeriez que je fasse la même chose pour la SF, ce qui va être plus compliqué parce que j'ai peut-être moins de connaissances sur le sujet tout simplement, mais avec quelques recherches ça passera très bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et je vous remercie, évidemment je ne le dis pas assez, mais je vous remercie énormément parce que vous êtes toujours plus nombreux, toujours plus intéressés, j'aime beaucoup nos interactions aussi sous les vidéos, donc merci à tous et toutes pour ça. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.